très heureuse d'accueillir donc Jean-Charles Preiser qui travaille à Bruxelles et qui va nous parler du Covid-19, des nutritions et l'obésité paradoxe. Jean-Charles, Merci. tu as la parole. Merci beaucoup. Merci Carole, bonjour à tous. Et effectivement, je vais vous parler de ce sujet. Je suppose que si j'ai été invité à parler de ça, c'est à cause de ceci. Donc une étude qu'on a publiée en 2022 sur l'association entre l'IMC, donc ou le BMI, et la mortalité hospitalière liée au Covid. En fait, parmi les éléments que le Covid nous a amenés, il y a l'intérêt de mettre ensemble des données, des registres. Et donc nous avons eu la chance, comme beaucoup d'hôpitaux dans le monde et en France aussi, donc partout, de participer à ISARIC, qui est une base de données gigantesque qui comporte maintenant des données de plus d'1 million de patients Covid dans le monde et où donc c'était un encodage volontaire des données démographiques et du devenir de ces patients. Et donc nous avons eu accès, comme on a encodé des données, on a eu accès à toute la base de données, ce qui nous a permis de faire cette étude de lien entre le BMI et le devenir des patients chez les patients qui étaient Covid positifs. Donc on a en mars 2020 les étudiants en médecine qui étaient en stage dans notre hôpital, on n'avait plus rien à leur faire faire. Ils se sont proposés volontairement pour aider au tri des urgences et pour les plus sédentaires d'entre eux, à se mettre devant un ordinateur et à encoder les données à partir des dossiers informatiques des patients. Et c'est grâce à eux que je remercie qu'on a pu avoir pour notre hôpital les données de 800 patients. Alors, avant de commencer l'analyse, que savions-nous? On savait, sur base des premières études dans le Covid, que l'obésité, définie comme un IMC supérieur à 30, est associée à une augmentation des besoins en support ventilatoire. Notamment l'étude qui a été initiée à Lille par Schedboun et Mercé Jourdain, à laquelle nous avons également participé, plus d'autres études, ont montré qu'il y avait un lien entre obésité et besoins ventilatoires en termes de ventilation invasive. Donc, on avait 1461 patients dans une douzaine de centres qui ont eu besoin plus fréquemment de ventilation invasive par rapport à non invasive en fonction des classes de BMI. Et c'est bien montré ici, il y a une relation dose-effet. Au plus le BMI augmente, au plus l'IMC, si vous préférez, augmente, au plus on a besoin de ventilation invasive. Ce qui n'est pas le cas pour la mortalité à 28 jours. Donc là, il y a, on va en parler plus tard, ce qu'on appelle le paradoxe de l'obésité, et donc un effet protecteur de l'obésité qui effectivement a été retrouvé dans cette étude. En fait, quand on a un BMI inférieur à 25, on a une mortalité ajustée de 1. Elle est inférieure, même si ce n'est pas significatif sur cette cohorte, quand on est entre 25 et 30, donc un surpoids modéré, ce qui est très rassurant. Et puis 30, 35, 35, 40, on a toujours une mortalité qui est proche du 1, donc qui n'est certainement pas supérieure à la mortalité quand on a un BMI inférieur à 25. Par contre, là, quand on arrive au-dessus de 40, même s'il n'y avait que peu de sujets, là, la mortalité augmente. Alors, ce qui contraste tout à fait avec la proportionnalité avec les besoins de ventilation invasive. C'est l'étude donc, de Lille. Donc on a par 5 kg par mètre carré d'augmentation du BMI, une augmentation du risque de ventilation invasive de 27%. Notez aussi que les hommes étaient beaucoup plus à risque que les femmes et qu'évidemment, plus on avance en âge, plus on a un risque de devoir être ventilé. Les autres facteurs confondants n'étaient pas significativement associés aux besoins en ventilation invasive. À l'autre extrémité du spectre, un IMC bas peut être un signe phénotypique de dénutrition, surtout chez des patients qui ont une inflammation aiguë. Et on a peu de données, on a une étude espagnole et une étude brésilienne qui montrent qu'il y a là un lien entre BMI bas et surmortalité. Ici, c'est l'étude espagnole où ils ont regardé sur 83 patients, donc une petite cohorte à Valladolid en Espagne. Les mal nourris avaient une mortalité qui était une mortalité hospitalière qui était nettement supérieure aux non mal nourris,
ou simplement aux patients à risque de dénutrition. Donc le fait d'avoir une dénutrition augmente le risque de mortalité, ce qui n'est pas du tout une surprise, mais enfin ici c'est bien montré également pour les patients Covid. Et ça a également été montré par cette étude brésilienne qui est sortie en 2022, j'ai oublié de mettre la référence précise. Donc ici au-dessus, on a les patients obèses versus non obèses. Vous voyez, les courbes sont parfaitement alignées. Par contre, les patients dénutris, la courbe rouge, et les patients non dénutris, la courbe bleue, là, on a une survie cumulée qui est très divergente. Donc finalement, le problème, en termes de gravité et de survie, c'est peut-être plus un BMI bas qu'un BMI élevé. Et donc, pour tester cette hypothèse, nous avons profité de la base de données et nous avons ajusté et regardé selon les fourchettes de BMI des DMC à l'admission, avant et après ajustement pour les facteurs confondants. Donc, on a fait ça avec un biostatisticien. Donc, la qualité méthodologique est plutôt satisfaisante. Nous avons donc analysé les données qui avaient été encodées entre janvier 2020 et janvier 2021. À l'époque, ça faisait 600 000 patients, après exclusion des patients de moins de 18 ans, ou les patients pour qui on n'avait pas d'IMC, ni poids, ni taille, ni IMC en soi. Les statistiques descriptives ont été faites, ainsi qu'une analyse de survie selon la méthode appropriée. Et donc, on a divisé par tranche d'IMC, soit inférieur à 18,5 ou 20,5 pour les patients plus âgés que 65 ans, la catégorie sous-poids ou underweight. La catégorie de poids normal, c'était soit 18,5-25, soit 20,5-25 selon l'âge, 25 à 30 overweight et plus de 30 obèses. Donc nous avons les données de 12 000 patients, et donc c'est déjà une information intéressante parce qu'on avait 600 000 sujets au début, il n'y en a que 12 000 pour lesquels on a un BMI. Ce qui veut peut-être dire que le niveau d'intérêt pour ces critères anthropométriques n'est pas optimal, pour rester très politiquement correct. Alors nous avons une majorité d'hommes, nous avons un BMI moyen de 29,4, ce qui pour cet âge de 60 en moyenne correspond à peu près à ce qui est décrit. Et donc on avait 39% d'obèses dans cette population, 18% de mortalité, une durée de séjour hospitalier de 13 jours et une représentation qui était essentiellement européenne, ouest et est et nord-américaine. En analyse multivariée, les patients sous-poids, donc inférieur à 18,5 en dessous de 65 ans ou inférieur à 20,5 au-dessus de 65 ans, avaient un risque de mortalité hospitalière supérieur à celui des autres catégories d'IMC combinées, avec quand même une augmentation de 75% du risque de décès. Si la catégorie sous-poids était prise comme référence, eh bien on a ici les comparaisons, les mortalités des autres catégories, poids normal, surpoids et obésité. Et on voit que finalement c'est le surpoids qui est le plus avantageux en analyse univariée et que l'obésité n'est pas loin. Finalement, l'obésité semble également protéger de la mortalité. Alors, on a donc stratifié selon le sexe et on a ici la courbe bleue qui, tant pour les hommes que pour les femmes, est la mortalité hospitalière pour la catégorie underweight, qui est largement au-dessus des autres catégories. Et donc, on a des données jusque 100 jours ou 90 jours, puisqu'il était demandé de renseigner la mortalité donc à 90 jours. Et donc, vous voyez, vraiment, c'est le underweight qui sort comme étant la catégorie la plus à risque de décès. En multivarié maintenant, après ajustement pour les facteurs identifiés, qui étaient l'âge, l'insuffisance respiratoire chronique, la présence d'une néoplasie et le diabète de type 2, et par sexe, les patients en surpoids avaient toujours un risque de décès significativement inférieur aux patients en sous-poids. Donc surpoids et surpoids, entre 25 et 30 de BMI. Ceci est montré également que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Donc, la discussion de cet article, il y a des points positifs. La taille de l'échantillon, 12 000, et c'est représentatif d'une série d'hôpitaux, de centres dans le monde entier. Il y a des comorbidités qui sont effectivement enregistrées. La faible proportion des données d'IMC est évidemment une limitation importante, et les données thérapeutiques et vaccinales manquaient au moment de la collecte de données. Alors si on essaie d'intégrer tout ça avec ce qu'on sait sur les effets de l'obésité chez le malade de soins intensifs, donc ici une revue dans Chest qui est en open access en 2021, on sait
classiquement, je dirais, que les patients obèses, eh bien, ils ont une altération de leur stimulus respiratoire. Les apnées du sommeil, ben, c'est effectivement les justifications médicales de CPAP pour apnée du sommeil tiennent compte du BMI. Donc on a effectivement cet aspect-là de ce commande centrale de la ventilation. Au niveau de la mécanique ventilatoire, bien sûr, on a une série d'altérations qui sont liées à l'obésité. On peut avoir une stéatose hépatique ou une NASH qui est donc également favorisée par l'obésité, une résistance à l'insuline dont on reparlera après, une hyperlipidémie qui peuvent survenir, et ça peut être un souci quand un patient a une nutrition parentérale. Au niveau musculo-squelettique, on a évidemment des difficultés de mobilisation, et quand il y a plus de poids à soulever, bien évidemment les muscles ont plus de boulot. Au niveau pharmacologique, on a des modifications du volume de distribution et d'élimination des drogues, surtout lipophiles, avec donc des nécessités d'adaptation qui ne tiennent pas seulement compte du poids, mais aussi de la caractéristique de la molécule. Au niveau, on parlait d'intubation, au niveau donc de l'adiposité du cou et du pharynx, eh bien, ça peut être un problème quand on doit intuber un patient obèse. En tant qu'anesthésiste, vous le savez très bien. Au niveau cardiaque, hypertrophie ventriculaire, augmentation également et dysfonction du ventricule droit. Au niveau rénal, au niveau hématologique et notamment aussi au niveau des risques de thrombose, l'obésité représente en soi un facteur de risque. Et enfin, on a des problèmes également d'ulcères et d'escarres. Et donc, cliniquement, une autre revue publiée en 2021, les problèmes qu'on rencontre chez les patients obèses qui sont en réa, les problèmes déjà de pansement, d'augmentation du risque d'infection cathéter. Ils restent plus longtemps en soins intensifs, ce qui est peut-être une bonne chose dans une certaine mesure, et peut-être que c'est une explication partielle à l'obésité, au paradoxe de l'obésité, parce que finalement, si on les relâche moins vite dans une salle, entre guillemets, banalisée, ils ont une surveillance qui est quand même plus rapprochée. Il y a plus d'infirmières par patient quand ils sont en réa qu'en dehors de la réa. Et donc, peut-être que c'est finalement un facteur protectif. Des problèmes liés à la réponse immune, des problèmes aussi de dosage médicamenteux, la dénutrition, la malnutrition, on pourrait dire dysnutrition, trop ou trop peu, diminution de la mobilité, problèmes endocriniens et donc, comme je vous le disais, des problèmes de thrombose sont globalement les problèmes cliniques qui sont décrits en lien direct avec l'obésité. Alors, un avis d'expert sur ce sujet. En 2012, j'ai retrouvé une vieille dia que Fabienne et moi avions utilisée pour, je ne sais plus, un topo sur un case report. Fabienne nous disait que la morbidité, que l'obésité est un facteur indépendant de morbidité, c'est-à-dire durée de séjour, durée de ventilation, risque infectieux, quelle que soit la valeur de l'IMC, mais que pour la mortalité, c'est exactement ce qu'on a retrouvé, c'est pour ça que j'ai repris cette dia, c'est qu'il y a des données récentes qui montrent des incidences différentes selon la valeur d'IMC, avec un IMC qui peut être protecteur, donc une mortalité moindre, donc le paradoxe de l'obésité, la courbe en U qui lie le BMI, l'IMC avec la mortalité. Et de manière intéressante, ces résultats sont également retrouvés chez l'enfant. Donc si les experts nous disent ça, on peut que intégrer cette notion et essayer d'interpréter les données et se réfléchir au questionnement actualisé de 10 ans après. Est-ce que le problème, finalement, c'est pas vraiment l'indice de masse corporelle, mais plutôt trop de graisse ou pas assez de muscles? Est-ce que c'est pas plutôt le fait que les obèses sont souvent sarcopéniques, ont trop peu de muscles, qui est à l'origine des soucis qu'on a chez eux? Question. Alors, on sait qu'avec l'âge et l'obésité, on a une diminution de l'activité physique, diminution des hormones sexuelles et une accumulation de graisse qui peut être notamment, qui peut siéger au niveau des muscles, avec une dysfonction musculaire par accumulation de graisse au sein du muscle. Donc, il y a ces images ici de coupe où on a, on peut dire, le même bonhomme pourrait avoir le même IMC, mais à gauche, une masse maigre très importante, à droite, une masse grasse très importante. Et donc, on voit au niveau de l'infiltration
tant autour du muscle que dans le muscle, et on va voir une image de scanner dans quelques instants, qui peut différer parce qu'il y a une accumulation de graisse dans le muscle, et finalement, même si le volume musculaire est important, mais la fonction musculaire est altérée parce qu'il y a de la graisse qui remplace les fibres musculaires, et ça peut être un problème chez le patient obèse sarcopénique. Alors, l'obésité sarcopénique, c'est une notion, je trouve, séduisante, mais qui a trouvé maintenant sa définition. Donc, ça a été présenté récemment à l'ESPEN, une définition de consensus entre l'ESPEN, donc Société européenne de nutrition, et la Société européenne pour l'étude de l'obésité. Donc, le dépistage de l'obésité sarcopénique, il faut déjà être obèse, c'est-à-dire soit avoir un BMI élevé, soit ce qu'on appelle un WC, donc un waist circumference, un tour de taille élevé, plus élevé que la normale. Donc pas que le BMI, le tour de taille peut suffire, et des symptômes cliniques suggestifs de sarcopénie. Ça, c'est le screening. Quand on a screené les patients qui pouvaient avoir une obésité sarcopénique, eh bien, on va faire une évaluation fonctionnelle et de masse musculaire par la technique qu'on a à sa disposition. Et puis, on va éventuellement confirmer le diagnostic d'obésité sarcopénique quand il y a soit une altération de fonction, soit une altération de masse. Et en fait, pour qu'on puisse vraiment affirmer une obésité sarcopénique, il faut que les deux soient présents. Ils ne sont pas forcément synonymes, mais altération donc, de fonction et de masse musculaire. Et ensuite, on va faire un staging selon le niveau de sévérité des complications éventuelles. Donc, stade 1, pas de complications. Stade 2, présence d'au moins une complication attribuable à l'obésité sarcopénique. Tout ça, évidemment, nous éloigne assez de l'AREA. On a quand même la possibilité d'avoir une évaluation de la masse musculaire en réanimation par scanner. Quand on fait un scanner abdominal ou même thoracique, on a des logiciels qui nous permettent de convertir le signal et de mesurer la masse musculaire de l'organisme entier. On a l'échographie. Il faut, au niveau de la cuisse, par exemple, du quadriceps, on peut déduire la masse musculaire du corps entier à partir d'une échographie du quadriceps. Ça demande une sonde particulière et surtout du temps radiologue un peu suffisant. Alors, on a également la bioimpédance, qui est une technique facile que les diététiciens connaissent bien et qui est applicable au lit du patient. On fait passer un courant pour évaluer la composition corporelle. En réa, en phase aiguë, probablement que c'est altéré par l'accumulation d'œdème, mais quand on utilise l'angle de phase, bien, on corrige en partie pour l'accumulation d'œdème. Et donc avec Ronan Thibault, qui travaille à Rennes, et Fabienne également, on avait montré il y a quelques années dans une étude que la valeur pronostique de cet angle de phase qui était répété à J1 et à J5 dans une cohorte de patients. Donc, on a aussi ces facteurs pronostiques avec une R sous la courbe à 63 pour l'angle de phase. Donc on peut utiliser quand même la bioimpédance pour autant qu'on adapte le signal pour évaluer de manière longitudinale chez un sujet la masse musculaire. Alors, deuxième élément d'interprétation que je propose à la réflexion, l'obésité modérée, finalement, elle pourrait, indépendamment de la masse musculaire, protéger. Alors, on a une série d'hypothèses qui ont été émises ici dans ce rapport publié en 2020. On a plus de réserve énergétique, évidemment, plus de graisse. La graisse comporte une densité énergétique importante. On a la sécrétion d'adipokines anti-inflammatoires, même si l'obésité chronique est associée à un petit peu d'inflammation. On a des lipoprotéines qui peuvent lier l'endotoxine, donc qui peuvent inactiver l'endotoxine, et quelques modifications endocriniennes. Donc on a peut-être des avantages liés aux sécrétions et à la teneur importante en énergie de la graisse. Alors, on a également peut-être des facteurs socio-économiques. Peut-être que les gens qui sont un peu plus gros, ils vivent peut-être dans des endroits moins pollués, peut-être qu'ils picolent un peu moins, qu'ils fument un peu moins, qu'ils ont parfois un mode de vie qui est plus sain, qui sont plus suivis médicalement. C'est des facteurs socio-économiques proposés.
pour expliquer que ceux qui ont un surpoids ou une obésité de stade 1 survivent mieux que les autres. Peut-être que le séjour en soins intensifs en réanimation est prolongé, on en a déjà parlé, et peut-être que la résistance à l'insuline est plus importante chez eux. Et pour me jeter un pavé dans la mare, la résistance à l'insuline, c'est ce qui permet de survivre à la phase aiguë de l'agression. Cette dia, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. La manière de survivre sur le plan métabolique à une agression, c'est d'être capable de produire beaucoup de glucose. Le foie produit une grande quantité de glucose qui va être utilisé par les organes qui ne peuvent pas vivre sans glucose, c'est-à-dire les globules rouges, le cerveau lésé, les cellules immunitaires, et donc ce sont les tissus insulino-indépendants qui sont prioritaires, au détriment des tissus insulinodépendants, adipocytes et muscles, donc qui développent une insulinorésistance, se privent de glucose pour fournir des substrats à la néoglucogenèse et permettre l'apport suffisant de glucose aux tissus indispensables à la survie. Donc quelque part, l'insulinorésistance est peut-être le mécanisme par lequel, ou contribue, peut-être un mécanisme qui contribue à une meilleure survie des patients obèses. À l'appui de cette proposition, cette étude publiée en 2021 sur une cohorte australienne de 259 000 patients qui regardait les sous-poids normal, overweight et obèse, classe 1 à 3. Et regardez ici, vous avez la glycémie moyenne qui augmente en fonction du BMI, et ça c'est peut-être un indice d'insulinorésistance, et ou peut-être d'inefficacité de l'insuline sous-cutanée qu'on donne à des patients qui ont un gros panicule adipeux. Ici on a la mortalité qui va dans l'autre sens. Au plus on est gros, au moins on a une mortalité élevée, et alors aussi le risque d'hypoglycémie qui est nettement moindre chez les patients qui ont une obésité ou un surpoids que chez les patients qui sont en sous-poids, peut-être pour des raisons de type endocrinien ou d'insulinorésistance, ou bien parce que simplement le risque d'hypoglycémie iatrogène est plus élevé chez les patients qui n'ont pas de panicule adipeux. L'obésité modérée protège. Enfin, le tissu adipeux recèle bien des secrets. Et là, on est très très loin d'avoir tout compris. On peut se dire, et c'est un bel article de revue dans le New England l'année passée, qu'on a plusieurs types de tissu adipeux, qui peut être brun, beige ou blanc. Et donc, on a plusieurs types d'adipocytes qui ont des fonctions différentes. Ils sont ici représentés. Donc, cette couleur-ci, bien, ça c'est au niveau de l'abdomen et au niveau crural, alors que le brun et le beige, c'est plus au niveau cervical et au niveau périvertébral qu'on va trouver ces tissus qui peuvent être différenciés sous forme de scanner. Et les fonctions de ces adipocytes sont différentes, avec notamment une fonction de stockage d'énergie pour le blanc, pour les adipocytes blancs, alors que les adipocytes bruns ont une fonction endocrine et de thermogenèse, notamment via la modulation de la chaîne de transport mitochondrial qui est beaucoup plus active que les adipocytes blancs. Et donc peut-être que non seulement on devrait parler de masse adipeuse, mais aussi de proportion de tissu adipeux blanc et brun avant de dire que l'obésité protège au sens large. Non, il faut peut-être aller plus loin dans l'analyse et la compréhension des mécanismes sous-jacents. Tout ça, c'est un peu intellectuel, mais en pratique, qu'est-ce qu'on va changer à notre prise en charge? D'abord, on va éviter un accès d'apport énergétique à la phase aiguë. Pourquoi? Parce qu'on a un risque d'aggraver le dépôt lipidique, et même après quelques jours en réa, comme ça a été montré par l'équipe de Louvain, donc là, l'étude e-panic publiée en 2011 dans le New England, 4600 patients qui étaient randomisés soit parentéral précoce, comme ils faisaient à l'époque, versus pas de parentéral avant J7. Ça, c'était l'intervention. Ils ont montré qu'il y avait une différence importante d'apport énergétique entre les deux groupes. Le groupe rouge, donc late parentéral, recevait beaucoup moins de calories que le groupe bleu. Early parentéral, c'était associé à un meilleur devenir des patients. Donc le rouge, late parentéral, était toujours mieux que le bleu. Et quand ils ont fait une étude plus détaillée avec des biopsies musculaires et des scanners dans les deux groupes de patients, ils ont pu montrer
qu'en fait, il y avait non seulement une faiblesse musculaire plus importante chez les patients du groupe Early Parenteral Nutrition, mais aussi qu'il y avait des dépôts graisseux qu'ils ont pu objectiver, et aussi en quantifiant au niveau de scanner de la cuisse qu'ils ont répété, il y avait une atténuation du signal attribuée à la graisse, à l'accumulation de graisse qui était plus importante dans le groupe Early Parenteral Nutrition après 7 jours. Et donc, il suffit de 7 jours d'un excès d'apport pour accumuler de la graisse dans les muscles. Donc, c'est pour ça que nous recommandons d'aller progressivement et de n'atteindre 100% de la dépense énergétique qu'après une semaine environ. Et ceci tient compte des guidelines récentes d'apport nutritionnel et d'un consensus pragmatique entre un groupe d'experts. Maintenant, les protéines. Pour renforcer les muscles, il y a du pour et du contre. À la phase aiguë, je pense que le contre prend le dessus sur le pour. Si on voulait amener autant de protéines que ce que les patients perdent, en phase aiguë, il faudra amener 2 à 2,5 grammes par kilo par jour, ce qui n'est pas du tout faisable avec les solutions dont nous disposons. Et par ailleurs, il faut s'imaginer, c'est une dia de Roya Kursa en Suède, ceci, qui montre que la résistance anabolique liée à l'agression a un impact au niveau de la balance protéique. En pratique, quelqu'un de jeune à qui vous donnez un bolus de protéines et vous le faites marcher, il va augmenter sa masse musculaire de manière importante, éliminer peu. Le vieux, il va faire un peu moins de muscles que le jeune, mais le malade de réanimation, lui, va faire beaucoup moins de muscles et il va éliminer beaucoup plus d'azote que ce que font les jeunes en bonne santé ou les vieux en bonne santé. Donc une inefficacité liée à la résistance anabolique d'apport protéiné à la phase aiguë. Donc en phase tardive, là on est d'accord qu'on se trouve ici et que là il faut refaire du muscle, et là tout le monde est d'accord qu'il faut amener au moins 1,3, 1,5 grammes par kilo par jour de protéines. Et d'ailleurs les courbes de survie en fonction des apports protéiques divergent à partir d'une semaine. Et donc c'est une étude danoise qui a servi de base à une étude prospective qui malheureusement était négative. Enfin, on a un apport protéique associé à une meilleure survie avec des courbes qui divergent à partir d'une semaine. Et il est évident que les apports protéiques majorés à la phase tardive doivent être associés à une mobilisation active des patients. Déjà en arrêtant les sédatés de trop quand ce n'est pas nécessaire, et en plus en les faisant bouger ici. Si on a fait une étude avec des kinés, où on les faisait pédaler passivement pendant 2 fois une demi-heure par jour, et on a pu montrer qu'il y avait une réduction du catabolisme protéique mesuré par la 3-méthylhistidine sur créatinine urinaire. Donc, en phase tardive, apport énergétique, combinaison d'apports protéiques et de mobilisation, et des apports énergétiques correspondant à 100% de la dépense énergétique mesurée, c'est-à-dire en utilisant une calorimétrie indirecte plutôt que des formules et des équations ou un chiffre magique chez des patients avec des BMI extrêmes, soit très bas, soit très hauts. Et je termine en remerciant ce qui m'a permis de plonger dans ce sujet passionnant, toute l'équipe de ISARIC qui est logée à l'université d'Oxford, mais avec des patients qui ont été recrutés dans l'ensemble des pays du monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Charles. On a le temps pour une question courte. Oui. Le micro. Non, allez-y. Mais au micro. Au fond. Vous parliez de l'échographie musculaire par les radiologues. En pédiatrie, on est en train de mettre en place le suivi au lit du patient en réanimation, la technique d'échographie du muscle fémoral. Est-ce que ça se fait chez l'adulte pour le suivi de la sarcopénie en réanimation ? Peut-être dans des centres très impliqués, mais pas de manière routinière à ma connaissance, pour des raisons surtout de ressources et de volonté des radiologues parfois de consacrer. Voilà, c'est pas forcément, ça prend 20 minutes en appuyant toujours au même endroit avec la même sonde. Ça peut être un temps qui n'a pas la rentabilité souhaitée par le gestionnaire. C'est ça. Pour rester politiquement correct. Merci beaucoup, merci Jean-Charles.